Quand on évoque le nom de John Lennon, l'image qui surgit immédiatement est celle de la paix, de la tendresse et de l'espoir. On pense à ses chansons comme à des invitations à imaginer un monde meilleur, où les conflits disparaissent et où l'amour devient universel. Son visage, derrière ses lunettes rondes emblématiques, et sa voix, capable de toucher les cœurs, symbolisent l'unité et l'élévation spirituelle. Pour beaucoup, Lennon reste avant tout le messager d'un idéal de douceur et de réconciliation. Cependant, cette image idéalisée cache une réalité beaucoup plus complexe. Derrière les gestes pacifiques et les paroles inspirantes se trouvait un homme dont la langue pouvait être tranchante comme un rasoir. John Lennon n'était pas simplement un artiste engagé. Il était aussi un critique impitoyable, capable de démolir par ses mots ce que la musique ou l'image ne pouvaient atteindre. Son honnêteté, parfois brutale, laissait rarement de place au compromis, et il ne craignait pas de blesser, même ceux qu'il appréciait ou respectait. Loin de se limiter à défier le monde extérieur, Lennon défiait également ses pairs, ses contemporains et parfois même les musiciens qu'il côtoyait de près. Certains ont payé le prix fort de ses critiques silencieuses ou directes, et ses rancunes reflétaient souvent des peurs et des frustrations personnelles plutôt qu'un simple goût pour la confrontation. Derrière chaque rejet ou remarque acérée se cachait une réflexion profonde sur ce qu'était véritablement la musique, l'authenticité et le prix de la créativité. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir les 6 groupes que John Lennon méprisait le plus, non seulement en public, mais également dans l'intimité de ses réflexions. Leur succès, leur image ou simplement ce qu'ils représentaient déclenchait chez Lennon un mélange de mépris, d'angoisse et de fascination. Ces rancunes ne sont pas des histoires de jalousie banale. Elles révèlent la peur d'un artiste de voir sa propre vision et sa propre sincérité déformées par le monde qui l'entoure. Chacun de ces groupes, de The Monkees à Wings, incarne un aspect différent de ce que Lennon rejetait ou redoutait. Certains représentaient la commercialisation sans âme, d'autres la stagnation créative, et d'autres encore reflétaient ce que Lennon ressentait au plus profond de lui-même. La trahison de ses idéaux, la perte de contrôle sur son héritage et la difficulté de rester fidèle à sa vérité. Comprendre ces rancunes, c'est comprendre John Lennon non pas seulement comme un icône de la paix et de l'amour universel, mais comme un être humain complexe, parfois dur, parfois blessé, toujours en quête d'authenticité. Ce portrait plus nuancé de Lennon nous montre qu'il n'était pas uniquement le chanteur des rêves pacifiques, mais également un homme en lutte constante avec lui-même, avec les autres et avec les idéaux qu'il avait contribué à créer. Au fil de cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de ces 6 groupes et ce qu'ils ont représenté pour Lennon. Nous verrons comment son admiration et son rejet, ses colères et ses frustrations révélaient un artiste obsédé par l'honnêteté et la profondeur, et comment ses sentiments ont façonné sa vision du monde et de la musique. À travers cette plongée, vous découvrirez un Lennon plus humain, plus vulnérable et plus impitoyable, dont les choix et les opinions reflètent une quête incessante de vérité dans un univers où la superficialité et l'illusion semblaient gagner du terrain. Préparez-vous à explorer la face cachée de l'un des plus grands musiciens du XXe siècle. Nous allons vous révéler non seulement les groupes qu'il méprisait, mais surtout pourquoi ce mépris était profondément enraciné dans sa vision de la musique, de l'art et de la sincérité. Chaque rancune, chaque critique est une clé pour comprendre la complexité d'un homme qui, malgré sa célébrité et son aura pacifiste, ne pouvait tolérer ni la superficialité ni l'illusion dans l'art qu'il aimait. En bas de la liste personnelle de John Lennon se trouvaient les Monkees. Mais cette position ne signifiait ni indifférence ni tolérance. Elle exprimait un rejet total, profond et presque viscéral. Pour Lennon, ce groupe représentait une menace pour l'avenir de la musique qu'il chérissait. Ce n'était pas simplement un problème de goût musical. C'était l'incarnation même de tout ce qu'il craignait. Un monde où l'image primerait sur l'authenticité, où la création artistique pouvait être conçue et vendue comme un produit, sans que le travail, la douleur et l'expérience humaine ne soient impliqués. Lorsque les Monkees explosèrent aux États-Unis et que, pour un bref moment, ils semblèrent concurrencer les Beatles dans les charts, Lennon ne les vit pas comme des rivaux. Pour lui, ils représentaient une contamination, une perversion de l'essence même du rock. À ses yeux, ils n'étaient pas un groupe forgé par la collaboration, par le conflit créatif ou par l'expérience partagée de la vie. Ils étaient un concept, une idée télévisée soigneusement construite, où chaque geste, chaque sourire et chaque note étaient calibrés pour séduire un public naïf. La spontanéité et la sincérité étaient absentes, remplacées par un artifice fabriqué dans des salles de réunion et vendu à coups de marketing. Lennon était furieux, et sa colère se traduisait par des paroles acerbes et des gestes presque théâtraux. Lors d'une apparition de Michael Nesmith, le guitariste des Monkees, dans un studio où les Beatles enregistraient, Lennon ne fit aucun effort pour masquer son mépris. Des témoins racontaient qu'il jouait volontairement des passages de guitare abrasifs, interrompant le flux créatif et brisant l'atmosphère avec sarcasme. Il lançait des remarques cinglantes sur ce que signifiait être un vrai musicien, rappelant à tous que la musique, pour lui,
n'était pas simplement un produit mais un champ de bataille. Dans ce studio, comme dans sa vie, Lennon estimait que seul celui qui payait le prix réel de la créativité méritait de faire partie du processus. Mais cette hostilité avait une nuance tragique. Derrière la cruauté se cachait une reconnaissance secrète. Lennon aimait certaines chansons des Monkees. Il les appréciait en privé. Cette vérité, s'il l'avait avouée publiquement, aurait menacé la ligne qu'il avait tracée entre authenticité et illusion. Reconnaître son admiration aurait été une trahison de ses propres principes, une admission que la musique pouvait être appréciée même lorsqu'elle était construite artificiellement. Pour Lennon, cette contradiction était insupportable. Elle révélait que son obsession pour la sincérité dépassait de loin le plaisir simple que l'on peut tirer d'une mélodie. Le ressentiment envers les Monkees révèle également un aspect plus intime de la personnalité de Lennon. Ce groupe était devenu un miroir de ses propres craintes. L'idée qu'une création authentique pouvait être imitée, industrialisée, vendue et consommée sans effort ou douleur. Pour Lennon, toute musique dépourvue de lutte et de sacrifice n'était pas seulement vide. Elle était dangereuse, car elle risquait de redéfinir les attentes du public, de banaliser l'art et d'éroder la valeur de l'expérience humaine dans la musique. Le succès des Monkees était, pour lui, la preuve tangible que le monde pouvait préférer la facilité à la profondeur, l'apparence à la substance. Il faut comprendre que cette hostilité ne venait pas du simple dédain pour le talent. Lennon respectait la musique, même celle qu'il critiquait, mais ce qui le troublait profondément était le message implicite de ces groupes, que tout ce qu'il avait enduré pour créer quelque chose de vrai n'était peut-être pas nécessaire. Et cette peur le poursuivit longtemps après que les Monkees eurent quitté les charts et que leur popularité se soit estompée. Elle aiguisa sa vision du monde, affina ses critiques, et prépara le terrain pour le mépris qu'il manifesterait plus tard envers d'autres artistes dans un contexte similaire. Ainsi, les Monkees n'étaient pas seulement un groupe fabriqué pour séduire le public. Ils étaient pour Lennon le symbole de tout ce qu'il redoutait, l'illusion triomphante sur l'authenticité, la production sur la création, l'image sur l'âme. Leur existence faisait résonner chez lui une inquiétude fondamentale, celle de voir disparaître la valeur du combat artistique et la sincérité au profit du marketing et de la commodité. C'est pourquoi, malgré certaines affections privées, son mépris public resta absolu, impitoyable et inoubliable. En fin de compte, cette rancune est révélatrice de la complexité de John Lennon. Elle montre qu'il ne rejetait pas seulement les Monkees pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils représentaient. Un miroir de ses propres angoisses, de ses idéaux menacés et de la lutte pour rester authentique dans un monde de superficialité. Les Monkees devinrent ainsi plus qu'un simple groupe musical dans l'esprit de Lennon. Ils étaient un symbole vivant de la bataille entre illusion et vérité, une bataille qu'il mena toute sa vie. Si les Monkees représentaient tout ce que John Lennon rejetait dans la musique fabriquée pour séduire le public, les Rolling Stones incarnaient un défi d'une nature différente, une rivalité personnelle, intense et durable. Aux yeux du grand public, Beatles et Stones étaient souvent perçus comme deux faces d'une même médaille, symbole de l'invasion britannique qui avait bouleversé la musique populaire mondiale. Ils étaient célébrés comme des frères d'armes, partageant le même trône du rock des années 60. Mais derrière les portes closes, la relation entre Lennon et les Stones était beaucoup plus complexe, oscillant entre admiration, frustration et déception. Au départ, Lennon avait cherché à aider les Rolling Stones. Il leur avait offert des conseils, parfois des chansons et une crédibilité précieuse, partageant avec eux l'expérience et l'expertise qu'il avait acquises avec les Beatles. Cependant, au fil des années, il commença à percevoir un schéma qui le frustrait profondément. Là où il voyait les Beatles se démolir sans cesse pour reconstruire leur musique et repousser les limites de la créativité, il considérait que les Stones s'étaient installés dans une routine, polissant une image plutôt que se mettant en danger artistiquement. Pour Lennon, évoluer signifiait survivre, tandis que se répéter signifiait stagner, voire mourir. Cette perception le conduisit à juger Mick Jagger avec une ambivalence singulière. Lennon reconnaissait le charisme et le talent de l'interprète des Stones, admirant ses performances sur scène et sa capacité à captiver le public. Mais il reprochait à Jagger et à son groupe de se limiter à des risques superficiels, préférant la sécurité de la formule plutôt que la véritable innovation. Selon Lennon, là où les Beatles cherchaient à déconstruire leur art pour en faire émerger quelque chose de radicalement nouveau, les Stones semblaient se reposer sur des idées déjà éprouvées, raffinant le passé plutôt que de le transcender. La tension atteignit son paroxysme lors des sessions du White Album. Lennon, dans une conversation avec des proches, aurait déclaré que les Stones possédaient un talent immense, mais que celui-ci n'était jamais mis à l'épreuve de la manière qu'il jugeait nécessaire pour créer une œuvre authentique et audacieuse. Il cherchait une chanson capable de désarmer l'ego, comme Strawberry Fields l'avait fait pour lui, mais il ne la voyait pas dans le répertoire des Stones.
Cette attente inassouvie fit naître un ressentiment subtil mais persistant, alimenté par l'idée que le potentiel du groupe était largement sous-exploité. Un épisode célèbre illustre parfaitement cette rivalité. Lors d'un événement rock télévisé, où alcool et ego se mêlèrent, Lennon se moqua ouvertement de Jagger, insinuant que tous les gestes spectaculaires et déhanchements du monde ne pouvaient masquer le fait que les Stones puisaient encore leurs idées dans un répertoire que les Beatles avaient déjà exploré et dépassé. Jagger, peu enclin à céder, riposta avec une remarque qui toucha Lennon en plein cœur, remettant en question sa propre identité et la direction que sa vie artistique prônait. Cette altercation, plus qu'une simple querelle, symbolisait la profonde frustration de Lennon. Il n'était pas jaloux du succès des Stones, mais déçu par la manière dont ils utilisaient leur talent. La rivalité avec les Stones n'était donc pas une affaire de haine ou d'envie, c'était une confrontation philosophique et émotionnelle. Pour Lennon, les Stones lui rappelaient que tout le monde n'était pas prêt à se mettre à nu pour l'art, à accepter la douleur et l'incertitude comme condition de création. Là où lui-même avait sacrifié une part de son confort et de sa sécurité pour chercher l'authenticité, les Stones semblaient choisir une voie plus confortable, plus sûre. Ce constat le bouleversait profondément, car il révélait que la passion artistique pouvait être domestiquée et que le courage d'oser ne constituait pas une norme universelle. Vers la fin de sa vie, Lennon s'adoucit quelque peu dans son jugement. Dans une rare interview, il reconnut que les Stones avaient accompli ce qu'ils s'étaient fixé et qu'ils l'avaient fait à leur manière. Il comprit alors que sa propre amertume n'était pas dirigée contre eux en tant qu'artistes, mais contre lui-même. Il n'avait jamais voulu emprunter leur chemin et leur succès lui rappelait les choix qu'il avait rejetés pour rester fidèle à sa propre vision. Cette lucidité, bien que tardive, mit en lumière la complexité de sa rancune. Elle n'était pas simplement de la jalousie, mais un mélange de respect, de déception et de tristesse face à des philosophies divergentes sur l'art et la vie. Ainsi, les Rolling Stones occupent une place unique dans l'histoire de Lennon. Ils étaient des amis, des rivaux, des miroirs de ses propres attentes et frustrations. Leur existence soulignait le fossé entre deux visions du succès et de l'art. D'un côté, la quête de l'authenticité et du risque que Lennon avait choisi, et de l'autre, la recherche d'une maîtrise du spectacle et de l'image qui semblait plus rationnelle, mais moins vertueuse à ses yeux. La rancune de Lennon contre eux n'était jamais gratuite. Elle était un témoignage de sa sensibilité, de son exigence et de son refus de céder face à ce qu'il percevait comme une trahison de l'esprit de la musique. En résumé, si les Monkees représentaient pour Lennon la menace de l'illusion et de la superficialité, les Rolling Stones symbolisaient la déception face à un talent gaspillé ou domestiqué, un potentiel qui n'était pas mis à l'épreuve comme il l'aurait souhaité. Cette dualité entre rejet de l'artifice et frustration face à la modération artistique illustre parfaitement la complexité de la personnalité de Lennon, son exigence envers lui-même et envers les autres, ainsi que sa vision intransigeante de ce que devait être la musique, un acte de courage, d'introspection et d'authenticité. Au moment où Led Zeppelin émergea comme l'un des groupes les plus influents du rock, John Lennon avait déjà commencé à s'éloigner de l'idée de dominer la scène musicale. Le public percevait Zeppelin comme l'incarnation de la puissance brute, de l'excès et de la mythologie d'une nouvelle ère du rock, où le groupe semblait presque divin dans sa capacité à captiver et écraser à la fois. Mais pour Lennon, la perception populaire masquait un problème plus fondamental. Il voyait dans la musique de Led Zeppelin un excès de volume et de spectacle dépourvu de vulnérabilité et de sens véritable. Lennon découvrit le groupe lors d'une réception professionnelle, peu après que leur réputation commença à croître aux yeux du public et des médias. Sa réaction fut immédiate et théâtrale. On raconte qu'il se serait bouché les oreilles, exigeant que le son soit baissé. Ce geste, loin d'être une plaisanterie, exprimait un rejet profond. À ses yeux, la musique de Zeppelin n'était pas conçue pour communiquer ou émouvoir. Elle cherchait à impressionner par sa force, mais sans exposer de véritable émotion ou fragilité. Pour Lennon, l'authenticité résidait dans la capacité d'un artiste à révéler sa propre vulnérabilité, à se confronter à ses contradictions et à transmettre une vérité vécue. Zeppelin, en revanche, semblait ériger un mur sonore derrière lequel l'individu restait invisible. Ce qui agaçait le plus Lennon, c'était qu'il connaissait le parcours des musiciens. Jimmy Page, notamment, avait été un musicien de studio extrêmement talentueux avant de fonder le groupe. Lennon ne pouvait ignorer cette maîtrise technique. Pourtant, au lieu d'admirer la transformation de Page en chef de groupe charismatique, Lennon voyait cela comme une surcompensation, un artisan talentueux déguisé en prophète du rock, prétendant réinventer un art qui, selon lui, nécessitait autre chose que de la puissance et du spectacle. Cette perception le conduisit à qualifier Zeppelin de force brute sans introspection, où l'impact primait sur l'émotion, et où la virtuosité instrumentale ne suffisait pas à créer un sens authentique. Le chanteur Robert Plant était également l'objet de critiques acerbes. Lennon jugeait ses paroles théâtrales, pleines d'images mystiques, mais dénuées de la sincérité nécessaire pour émouvoir véritablement.
Là où l'ambiguïté poétique pouvait être précieuse lorsqu'elle naissait de l'expérience et de l'honnêteté, il percevait chez Plan un raccourci facile, une fantaisie emballée dans un vernis de profondeur. Stairway to Heaven, notamment, fut l'objet de son mépris le plus célèbre. Alors que le morceau était considéré par beaucoup comme sacré, Lennon le trouvait prétentieux, interminable et dépourvu d'émotions réelles. Selon lui, la grandeur de la chanson n'émergeait pas d'une souffrance ou d'une expérience vécue, mais d'un artifice théâtral conçu pour impressionner. Pourtant, la critique de Lennon ne signifiait pas qu'il ignorait l'intelligence et la stratégie de Zeppelin. En privé, il reconnut que le groupe avait brillamment maîtrisé les aspects commerciaux du rock, gagné de l'argent, contrôlé son image et dominé le marché sans compromis majeur sur sa vision artistique. Cette réussite stratégique suscitait un respect tacite, même si Lennon n'avait aucune intention de les imiter. Il voyait là une leçon sur la manière de naviguer dans l'industrie musicale, tout en rejetant l'idée que la puissance seule puisse remplacer la profondeur émotionnelle et l'authenticité. Ce paradoxe révèle une dimension essentielle du mépris de Lennon. Il ne s'agissait pas d'une opposition à la popularité ou au talent, mais à la facilité avec laquelle la force pouvait supplanter le sens. La musique devait exposer l'artiste, le confronter à ses limites, le pousser à la sincérité. Zeppelin, selon Lennon, construisait une forteresse autour de lui-même, utilisant le volume et l'excès pour masquer l'individu derrière la légende. Cette réalisation contribua à aiguiser son amertume et à préparer le terrain pour un ressentiment plus personnel qui apparaîtrait dans ses jugements sur d'autres groupes plus proches de son univers intime. Ainsi, Led Zeppelin occupait dans la perception de Lennon une position ambiguë, à la fois impressionnant et irritant, admirable et frustrant. Leur musique incarnait une puissance sans vulnérabilité, un succès fondé sur la démonstration plutôt que sur l'exposition sincère de soi. Pour Lennon, cela représentait une menace intellectuelle et artistique. La possibilité que la musique devienne un spectacle vide de sens, où la maîtrise technique et l'impact émotionnel étaient remplacés par l'impression superficielle et la consommation rapide. Ces critiques de Zeppelin ne se limitaient pas aux goûts musicaux. Elles reflétaient la philosophie de Lennon sur ce que devait être la création artistique, un processus exigeant, douloureux et toujours lié à la vérité personnelle de l'artiste. Voir un groupe atteindre le sommet de la popularité en ignorant ces principes lui semblait non seulement irritant, mais aussi symbolique d'un monde où la sincérité et le risque étaient négligés au profit de l'effet spectaculaire. C'est cette tension entre authenticité et puissance factice qui rend la rancune de Lennon si révélatrice de sa pensée. Il ne rejetait pas le talent, mais l'absence d'exposition de soi, la domination sans vulnérabilité, la performance sans engagement émotionnel. En somme, Led Zeppelin devint pour Lennon l'illustration de tout ce qui pouvait mal tourner dans le rock. La réussite, la puissance et l'admiration publique ne suffisent pas à garantir la profondeur. Le groupe représentait un futur possible du rock, où le bruit et la démonstration prenaient le pas sur l'introspection et la douleur nécessaire à la création authentique. Et c'est précisément ce que Lennon craignait, que le monde de la musique célèbre la force sans comprendre le prix à payer pour l'authenticité. Lorsque The Bees émergea sur la scène pop internationale, John Lennon ne perçut pas une évolution naturelle d'un groupe en pleine croissance. À ses yeux, leur succès n'était pas simplement une ascension artistique, mais une intrusion dans un territoire qu'il considérait comme sacré, celui qu'il avait lui-même contribué à redéfinir avec les Beatles. Ce qui dérangeait profondément Lennon n'était pas seulement la popularité croissante des Bees, mais la manière dont leur son semblait reproduire, polir et commercialiser l'émotion qu'il avait autrefois insufflée dans ses propres compositions. Là où il chérissait la complexité, les contradictions et les aspérités de la création musicale, les Bees semblaient uniformiser, adoucir et rendre confortable ce qui devait être vif et confrontant. Dès les premières comparaisons médiatiques entre les orientations mélodiques des Bees et les œuvres tardives des Beatles, Lennon ressentit une irritation croissante. Il percevait cette ressemblance comme une imitation dépourvue de l'authenticité et de la lucidité qui avait toujours guidé son travail. Pour lui, la musique n'était pas simplement un produit à consommer, mais un langage vivant qui devait refléter la lutte intérieure, l'incertitude et la recherche de vérité. Les Bees, en offrant un son poli, accessible et immédiatement consommable, semblaient annihiler ce processus créatif complexe, remplaçant la profondeur par la douceur et la sécurité. Cette tension n'était pas qu'intellectuelle, elle était profondément émotionnelle. Lennon observait que le public, qu'il avait autrefois senti prêt à embrasser des idées audacieuses et des expérimentations risquées, acceptait désormais la facilité. La popularité des Bees démontrait à ses yeux que l'auditoire pouvait être guidé par le marketing et l'emballage plutôt que par la substance artistique. Dans ce contexte, le ressentiment de Lennon n'était pas un simple caprice de star. Il était la manifestation de son désespoir face à la dilution de ce qu'il considérait comme la mission authentique de la musique. Une partie de sa critique se concentra sur la voix des Bees,
qu'il trouvait artificielle, sirupeuse et excessivement contrôlée. Là où Lennon valorisait le risque vocal et l'honnêteté brute, la douceur du falsetto et l'harmonie polie des Bees lui semblaient étouffer la vérité émotionnelle. Chaque note, chaque inflexion chantée lui paraissait calculée pour séduire plutôt que pour communiquer un vécu ou une douleur authentique. Cette analyse révèle un aspect crucial de sa rancune. Elle ne visait pas le talent en lui-même, mais l'absence de défi, d'inconfort et de confrontation avec la réalité de l'expérience humaine. Les critiques les plus acerbes de Lennon ne furent donc jamais dirigées contre la qualité musicale ou le succès commercial des Bees, mais contre ce qui représentait symboliquement un monde où l'expression émotionnelle pouvait être transformée en un objet décoratif, aseptisé et consommable sans effort. À ses yeux, leur popularité révélait une transformation inquiétante de l'industrie musicale et du public, qui semblait prête à valoriser la perfection superficielle plutôt que la sincérité confrontante. Cette rancune prenait une dimension supplémentaire lorsqu'on considère que les Bees étaient, en réalité, d'admirateurs sincères des Beatles et de Lennon lui-même. Des années plus tard, Maurice Gibb, l'un des membres du groupe, confessa que découvrir les propos critiques de Lennon avait brisé son cœur. Il ne cherchait pas à usurper quoi que ce soit. Il rendait hommage à la musique qu'ils admiraient. Et pourtant, cette admiration ne pouvait jamais être reconnue dans la perspective de Lennon. Sa critique n'était pas dirigée vers de simples rivaux ou imitateurs, mais vers la perception que la musique qu'il avait contribué à créer était désormais détournée et polie, perdant sa rugosité et sa profondeur. Alors, que retenir de tout ça? John Lennon n'était pas seulement une légende de la musique. C'était un homme en perpétuelle lutte avec lui-même et le monde qui l'entourait. Ses rancunes, ses critiques, ses colères, tout cela révèle à quel point il cherchait la vérité, l'authenticité et la profondeur dans chaque note, chaque mot et chaque relation. Les groupes qu'il méprisait n'étaient pas seulement des rivaux, mais des miroirs de ses propres peurs et de ses idéaux. Si cette plongée dans l'univers de Lennon vous a surpris ou fait voir ses combats sous un autre angle, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires fascinantes sur les icônes de la musique. Et surtout, souvenez-vous, derrière chaque légende, il y a un humain avec ses blessures, ses colères et ses vérités.